tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va présenter une nouvelle course flandrienne de ce début de saison, la deuxième course de ce triptyque de début de saison flandrien parce qu'il y aura le Samin également mardi prochain, course qui a toujours lieu à une date assez atypique pour une classique. On reviendra dessus. Aujourd'hui on va parler de Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Qui sera le parcours du jour, classique, semi-classique, normalement il faut l'appeler comme ça, qui n'est pas une World Tour, qui est une compétition Pro Team, c'est-à-dire une compétition des Pro Series de deuxième division. Bon, il y a quand même les trois quarts des équipes World Tour qui vont aller sur cette épreuve, donc c'est pas une World Tour, mais ça y ressemble tout comme. Donc on reviendra sur cette course, on parlera du parcours, on regardera le palmarès, la météo, et puis on verra un petit peu les coureurs qui peuvent performer sur cette course, sur cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à me donner vos favoris dans les commentaires également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager également cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Et puis voilà, on commence tout de suite par Kuurne, Bruxelles-Kuurne, semi-classique. Les classiques, alors c'est toujours un petit peu compliqué de dire ce qu'est une classique par rapport à une semi-classique. Une semi-classique, c'est quand même un petit peu en dessous. Malgré tout, pour moi, le Hetniesblad, c'est une classique. Parce que pour moi, il y a les monuments. Et il y a les classiques qui sont des très grandes courses, mais qui sont un peu en dessous des monuments, mais qui sont des courses assez difficiles. Kuurne, Bruxelles-Kuurne, c'est un petit peu en dessous parce que c'est moins difficile qu'un Hetniesblad. C'est un peu entre les deux, mais c'est quand même une course d'un jour assez intéressante à remporter. Plutôt pour les sprinteurs. Quand vous regardez le palmarès de ces dernières années, le parcours qui a pas mal changé, on reviendra là-dessus sur les gros changements tout à l'heure, mais la course, on a souvent un regroupement en fait dans les derniers kilomètres. C'est rare, il y a eu Bob Jungels par exemple, il y avait pas mal de vent ce jour-là qui avait réussi à sortir en solitaire dans les 15 derniers kilomètres, mais souvent il y a un regroupement, c'est-à-dire que vous avez des coureurs qui arrivent à s'isoler sur les secteurs pavés, mais souvent ils se font rattraper ensuite par un peloton, et on a eu des très grands sprinteurs qui se sont imposés sur cette course, mais on verra tout ça quand on parlera du palmarès. Donc c'est pas forcément la course favorite pour les purs flahutes. Il faut avoir une pointe de vitesse pour s'imposer sur cette course en général, mais ce qui rend la fin de course assez intéressante parce que est-ce que ça va se rattraper, des fois ça se déroule vraiment dans les derniers kilomètres, et puis c'est un sprint qui est toujours assez atypique. L'année dernière par exemple, Pedersen s'était imposé devant Turgis, mais vraiment c'était un sprint où Pedersen était revenu de l'arrière et Turgis avait pris la bonne roue ce coup-là. Il n'était pas passé loin de s'imposer, même Turgis. Il lui en avait manqué pas grand-chose. Donc c'est vraiment une course assez atypique, je dirais, quand même, dans le calendrier. On la classe parmi les Flandriennes, mais on est vraiment à la limite entre une Flandrienne et une classique, on va dire, plus habituelle. Il y a pas mal de monts également sur le parcours. Ils sont pas tous pavés, mais pas mal de monts sur ce parcours du côté de Kuurne, Bruxelles-Kuurne. C'est même le parcours, on aura le moins de pavés du côté des Flandriennes sur ce parcours-là. On passe tout de suite au changement du parcours, donc au parcours déjà avec pas mal de changements. On va beaucoup plus utiliser le Hainaut qu'habituellement. Donc le Hainaut, c'est quand même un secteur qui est assez proche de la France. On va utiliser notamment les nouvelles côtes du pays des collines. Alors c'est une région de Belgique, je découvre un petit peu pour tout vous dire, mais en fait on va beaucoup moins utiliser les côtes ancestrales qu'on peut voir sur le Tour des Flandres, et ça va nous permettre un petit peu de rajeunir le parcours de certaines Flandriennes, où c'est vrai que quand tu as vu 3 fois, 4 fois le Vieux Quarmont dans l'année, au bout d'un moment tu commences à avoir une lassitude. Donc là, on va avoir des nouvelles côtes, notamment le hameau des Papins, le Bourg-Liquet, le Mont-Saint-Laurent également, qui sont des difficultés qui ne sont pas pavées, mais qui sont extrêmement compliquées et qui vont permettre de rendre la course un petit peu différente. Eh bien, on commence avec ce parcours tout de suite. Parcours 2020, j'ai pas de zoom sur cette page-là, mais ça va être... Ah si, je vais zoomer comme ça. Hop, à l'arrache.
Parcours donc qui part de Kuurne pour arriver à Kuurne, pas de surprise, on passe pas vraiment à Bruxelles pour tout vous dire. Parcours de 195 km avec notamment un circuit autour de Kuurne pour le final, c'est souvent là où il y a le regroupement. On commence ce début de journée avec le Tigangberg, c'est au bout de 16 km 500, cette difficulté qui est de 4% de moyenne, 1400 mètres de longueur et le pourcentage maximum sera de 8%. On enchaîne ensuite avec le Katteberg qui est une côte pavée mais qui est surtout une nouveauté 2022 de ce parcours. C'est au bout de 34 km de course, le Katteberg qui est aux alentours de Oudenaarde, 900 mètres, 5,6% de moyenne et 10,3% de pourcentage maximum sur cette montée, donc ça va changer un petit peu la course. Puis on aura le Bohembeek. Après avoir eu un secteur pavé, le secteur pavé numéro 2, qui sera le secteur de Holweg, qui fait 1500 mètres, mais qui est un secteur plutôt plat. On aura donc ensuite le troisième mont, le Bohembeek, qui se situe au kilomètre 55, c'est-à-dire à encore 140 km de l'arrivée, côte qui fait 1100 mètres, pourcentage moyen 4,8%, pourcentage maximum 8,2%. Puis on enchaîne avec le Bosenarstraat, côte qui fait 1300 mètres, c'est du côté de Markedal, pourcentage moyen 4,3%, pourcentage maximum 9%. Et c'est là où le circuit va être modifié à partir de Bosenarstraat. Alors on aura le Berg ten Hout, qui est le troisième secteur pavé en passant, ce Berg ten Hout, côte du côté donc de Markedal, 1100 mètres, 6,2% de moyenne avec un pourcentage maximum à 13%, ce qui va faire un petit peu mal. Et puis ensuite on passera à La Houppe au kilomètre 84, c'est-à-dire encore 110 km de l'arrivée, 1880 mètres, pourcentage moyen 4,8%, un pourcentage maximum à 10%. Puis ensuite le hameau des Papins qui sera au kilomètre 102, c'est-à-dire à encore plus de 90 km de l'arrivée. Le hameau des Papins, 1200 mètres, pourcentage maximum 16,2%, ça va faire mal aux pattes, et pourcentage moyen 6,6% et 1200 mètres quand même de difficulté. Pour enchaîner avec le Bourliquet, ensuite au kilomètre 110,5 le Bourliquet qui fait 1300 mètres, pourcentage maximum 15,3%, pourcentage moyen 6,8%. Ensuite on enchaîne au kilomètre 115,5 avec le Mont-Saint-Laurent qui est pavé, le Mont-Saint-Laurent 1200 mètres, pourcentage maximum 17%, pourcentage moyen 7,8%. Pour moi, c'est le moment le plus dur de la journée, ce Mont Saint-Laurent. On enchaîne ensuite, après le Mont Saint-Laurent que je m'y retrouve, avec le Kruisberg. Ensuite, côte de 1875 mètres, pourcentage moyen 4,8%, pourcentage maximum de 9%. Puis on a ensuite le Othon qui enchaîne juste derrière, 2700 mètres, 7,5% au maximum, 3,1% de moyenne. Et puis on aura ensuite, que je m'y retrouve, la côte du Trieux. Qui fait côte de la 12e côte de la journée, le 12e mont de la journée, l'avant-dernier. 13% en pourcentage maximum, 7% de pourcentage moyen et 1267 mètres. Et puis on enchaînera pour finir avec le Kruisberg. Mais le Kruisberg, comme vous le voyez, il est encore à plus de 50 km de l'arrivée. Et ce Kruisberg, il fait 1100 mètres avec un pourcentage maximum à 11%, pourcentage moyen à 6,3%. Donc vous voyez, la grosse difficulté de ce Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'est que la dernière difficulté du jour, elle est en fait très loin de l'arrivée. Alors il y a encore un dernier passage pavé qui est le Beerboschstraat, qui dure 500 mètres. Donc qui n'est pas extrêmement difficile. Alors il y a deux autres secteurs pavés qui ne sont pas représentés sur la carte, c'est le Gitterstraat an Etihovestraat
qui est le secteur numéro 2 qui fait 600 mètres au niveau des pavés, et le Graf Budovinch qui fait 350 mètres et qui est le secteur numéro 4. Et vous voyez, donc il y aura un petit passage sur la ligne d'arrivée à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, et puis ensuite c'est arrivé du côté de Kurn. Le palmarès de cette épreuve. Ou la météo. On va commencer déjà par la météo. Du côté de la météo, il aura un beau soleil, 9 degrés. Donc 1 degré de plus que la veille du côté du Etniesblad. Sur le parcours du vent de sud, 35-40 km/h, donc un petit peu comme la veille, sauf que le vent va être un peu plus sud que la veille, ce qui fait que dans la portion finale, il sera plutôt de côté, mais forcément sur le circuit final, à un moment il sera de dos, et à un moment il sera de 3/4, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention dans le final si un groupe arrive à s'échapper ou à faire recasser le peloton. Du côté du palmarès de cette épreuve, on s'aperçoit que ce sont majoritairement des sprinteurs qui se sont imposés, notamment Mark Cavendish à 2 reprises, Mats Pedersen l'année dernière devant Anthony Turgis et Thomas Pidcock. On a également Dylan Groenewegen, Peter Sagan a remporté cette course, Tom Boonen, mais à chaque fois souvent sur des sprints massifs, Jan Kirsipou également en 2002. Tom Boonen, j'en ai déjà parlé. Chris Sutton aussi, 2 fois devant Tarovic qui avait fait 2 fois deuxième. Et puis on a eu Peter Van Petegem également, Mousseau en 97, Frédéric Monquinsin qui est le dernier vainqueur français en 95. Et puis parmi les Français qui ont fait des podiums, on a également Stéphane Barth, Frédéric Moncassin, Christophe Capel, ça c'était dans les années 90, Arnaud Desmar également, il avait fait deuxième derrière Groenewegen à l'époque sur ce parcours, et puis Nasser Boigny qui avait fait podium en 2016 également, mais des gens qui ont fait podium sur cette course, Mathieu Goss, Bernard Heisel, donc Tarovic, Moreno Offland, Elia Viviani, Colbrelli, Luc Roveux, donc plutôt des coureurs qui sont bons au sprint sur ce type de parcours. Les coureurs, les équipes au départ, les équipes présentes, donc nous avons 17 équipes World Tour présentes. Donc il y en a juste une qui ne fait pas le déplacement, et l'équipe qui ne fait pas le déplacement, c'est pas Ineos. J'ai du mal à savoir quelle est celle qui n'est pas au départ. Parmi les 18, ça doit être... Non, UAE est là aussi. Movistar est là. Bahreïn est là. Vous me direz dans les commentaires, c'est laquelle équipe World Tour qui n'est pas présente, parce que là, de tête, il m'en manque forcément une et je ne la retrouve pas. Donc parmi les équipes présentes, on a Trek, Quickstep, Ineos, Lotto, Intermarché, AG2R, Bahreïn, Bora, Cofidis, EF, Groupama, Israël, Jumbo, Movistar, Bike Exchange, DSM et UAE. Et parmi les autres équipes au départ, Alpecin, Arkea, Human Power Red, Earth, Uno X, Sport Flanderen, BNB Hotel sera également là avec Bingol et Total Energy. Et parmi les équipes du World Tour, même Movistar est venu, donc c'est même pas Movistar. Trek est là aussi, bien entendu, avec le Dossard 1. Non, je ne sais... il me manque une équipe World Tour, mais j'arrive pas à la retrouver là, pour tout vous dire. Oui, EF est là aussi. Eh bien, je ne sais pas quelle est l'équipe World Tour qui manque. Peut-être qu'il en manque pas, en fait, au final. Non, parce que normalement, elles sont 18, 17. Ah, elles sont 17 maintenant. C'est vrai, avec le départ de... Non, ils sont plus que 17 en World Tour, donc non, elles sont toutes présentes. Et donc BNB Hotel, Total Energy qui seront également au départ avec Alpecin également, l'équipe belge. On passe aux favoris de cette épreuve, enfin mes favoris. Je rappelle qu'il est 16h07, nous sommes le 24 février au moment où je fais l'enregistrement, donc je me base sur la starting list de ce moment-là, donc il se peut qu'il y ait des changements de starting list au dernier moment. Je rappelle également que je suis contre les paris sportifs. Je pense que c'est très dangereux et faites vraiment attention quand vous faites des paris sportifs, si vous le pratiquez. Et je vous conseille absolument pas de faire ça parce que ensuite je pense que vous perdez la passion pour le sport. Et du côté des favoris, j'ai mis Jakobsen qui devrait être au départ. C'est le plus rapide au sprint. Alors l'inconnu pour Jakobsen, c'est qu'il a pas fait cette course l'année dernière et comment il va réagir sur les pavés. Mais bon, Jakobsen, techniquement, il faudra mettre une grosse carte sur lui. Et puis en plus, on sait derrière Quickstep, c'est quand même une équipe d'expérience. Et puis ça reste un néerlandais. Donc je pense que néerlandais, normalement, il connaît quand même ce type de route. Colbrelli,
parce qu'il passe très très bien les bosses, ce qui peut vraiment l'aider pour faire un sprint de qualité, parce que Colbrelli, il faut toujours faire attention à lui, surtout depuis l'année dernière où il a repris un petit peu du poil de la bête. Et alors, la difficulté peut-être pour Colbrelli, c'est qu'il aura fait la veille le Het Nieuwsblad, donc parfois en récupération c'est un petit peu compliqué quand vous êtes déjà pris 200 km d'une course qui va se faire sur un autre rythme, donc ça peut être difficile. Tim Merlier, parce que Alpecin Phoenix, parce que c'est un coureur, on sait qu'il passe aussi les pavés, qui aime quand même les courses un petit peu difficiles, il a quand même gagné le Samin l'année dernière, donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Et puis j'ai mis Christophe Laporte également, du côté de Jumbo, qui fera sa rentrée, mais Christophe Laporte au sprint, c'est toujours un coureur performant. Et sur un sprint avec des conditions difficiles, bien emmené par Jumbo, ça peut être très intéressant. Les coureurs à suivre, j'ai mis Anthony Turgis parce qu'il peut nous refaire le même coup que l'année dernière et que alors faudra voir comment il se répartisse les tâches avec Sagan, mais bon, Sagan n'avait pas l'air d'être en très grande forme sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var, donc c'est vrai que Turgis, c'est pas un sprinter, je le dis toujours, mais là, dans un groupe de 40, il peut faire très bien un top 5. Nizzolo, il faudra se méfier de Nizzolo avec Israël. En plus, il y a Van der Mark également dans cette équipe. Il passe bien quand même les pavés aussi. Il aime les courses difficiles. C'est un très bon sprinter. Dans une course comme celle-là, il peut faire vraiment une très très belle course. Et puis il a un bon train maintenant, hein, Nizzolo, avec Israël. Et puis je terminerai avec Jack Stewart. C'est un petit peu la grosse cote. Jack Stewart, le coureur de Groupama, mais on ne sait jamais. Avec Lewis Haskell pour l'emmener, avec un Stefan Kung également, et un Bram Welton également, ça peut faire du très très bon travail, un très très bon résultat pour la Groupama FDJ. Donc ça peut être très intéressant pour l'équipe Groupama, pour faire un bon résultat. Donc ça va être intéressant de ce côté-là pour ces équipes, parce que c'est vrai que ça reste une semi-classique techniquement considérée comme une course, voilà, une équipe peut-être, une course un peu moins peut-être intéressante. C'est Astana qui est pas sur la course. Voilà, je me disais bien, non, ils sont 18 en World Tour. Je disais, j'ai raconté une connerie. Non, c'est Astana qui fait pas la course au final. C'est la seule World Tour, donc il ne participe pas. Je me disais, putain, il y a un moment, j'ai un trou de mémoire, mais il y en a 18 normalement. Bon, on passe au programme télé. Ça sera sur Eurosport 2 à partir de 14h30 et ça ne sera pas sur la chaîne de l'équipe, contrairement au Het Nieuwsblad. Donc voilà, ou soit ça sera rediffusé après, mais dimanche, si vous voulez la regarder en direct, ça sera seulement sur la chaîne Eurosport 2 à partir de 14h30 avec les rois de la pédale. Il y aura peut-être une pré-course un petit peu avant autour de Guillaume Di Grazia et certainement aux commentaires un Jackie Durand. Voilà, je pense. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!